Paris Saint-Germain, Rennes, Werder Brême, Bayern Munich, affiche connue pour les finales des coupes nationales dans l'Hexagone et en outre-Rhin. Nous en parlons dans la première partie. La deuxième actualise les majeurs. City reprend le pouvoir en première ligue. Match sensationnel au Madrigal entre Villarreal et le Barça. Le Real chute pour une première après le retour de Zizou. 10 classiquaires au rendez-vous demain entre le Bayern et Borussia Dortmund. La Juve attend le Milan AC dans le derby d'Italie. Puis Marseille est en quête de victoire en Gironde dès ce soir en Ligue 1. Conformément encore et toujours du racisme dans le foot italien, Moïse Kean et Blaise Matuidi ciblés par le public de Cagliari mardi dernier. Que font la FIFA, l'UEFA et la Fédération italienne pour punir les auteurs de ces actes inciviques? Les spécialistes donnent leur avis dans le débat dans la troisième partie. Salut Roméo Yetor. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Merci d'être là. Armel Waba, good morning. Bonjour Angelo. Vous allez bien? Oui. Franck Louyama également est avec nous. Salut Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Nous attendons en studio Fifi à Sogbavi et bonjour au passage à Ezekiel Aïataï. Bonjour à tous. La mise en onde de cette émission est signée Théo Ajavon. La réalisation vidéo est l'affaire de l'homme à Dovon, PFE 555. Bienvenue à toutes et à tous. Nous nous intéressons aux coupes nationales. Pendant ce temps, nous saluons l'arrivée de Sa Majesté Fifi à Sogbavi. Bonjour Fifi, comment vous portez-vous? Bonjour Angelo, je vais bien, je salue le plateau. Et merci d'être là. Et nous allons nous intéresser à la Coupe de France. La dernière fois, Roméo, Lyon s'est débarrassé, non pas Lyon, Rennes plutôt, s'est débarrassé de Lyon, 3-2. C'était quand même une surprise de voir cette équipe de Julian Stéphane s'imposer, qui plus est, chez Lyon. Et justement, au vu de la forme actuelle des Lyonnais, ça a été une surprise, mais vous savez, c'est ce que réservent aussi les coupes. Lyon n'a pu se défaire de son adversaire pour avoir le biais qualificatif pour la finale, malheureusement pour les Lyonnais, mais il ne faut pas oublier que l'équipe adverse aussi avec cet entraîneur produit un football assez intéressant et je crois que c'est la meilleure équipe sur cette rencontre qui a gagné. Et on se rappelle également cette conférence de presse surréaliste de Jean-Michel Aulas qui voudrait annoncer le départ de Bruno Genesio, mais pour l'instant ce n'est toujours pas fait. À quoi a-t-il joué la dernière fois? Je ne sais pas trop. Vous avez compris quelque chose? Non, je n'ai rien compris. Ce n'est pas dans ces moments-là qu'on pourrait annoncer le départ d'un entraîneur. Mais je crois que depuis quelques saisons déjà, Bruno Genesio n'a jamais fait l'unanimité aux yeux de Jean-Michel Aulas. C'est un entraîneur sous-coté, malgré les bonnes choses qu'il fait. Maintenant, rebondissons sur ce match, je pense quand même que la bonne vague, sinon la bonne dynamique était du côté aussi des Rennais. On se souvient déjà de leur parcours en Europa League. Oui. Voilà, ils ont parfaitement montré qu'ils pouvaient battre les grandes équipes, notamment cette victoire sur Arsenal à domicile. Donc ce n'est pas Lyon qui serait imbattable aux yeux de ces Rennais. Mais chose à noter aussi, c'est que pour ces coupes-là, les petites, sinon moyennes équipes, entre guillemets, alignent toujours pratiquement leurs 11 titulaires. D'accord. Le contraire, on y croit jusqu'au bout. Voilà, le contraire de ces grandes équipes qui, le plus souvent pour ces coupes, alignent des remplaçants. Voilà. Donc, en face des titulaires face aux remplaçants, c'est forcément pas la même chose. Voilà. Franck Louyama, on va s'intéresser à l'autre demi entre le Paris Saint-Germain et puis la formation de Nantes. Bon, à l'arrivée, c'est 3-0 pour les Franciliens. On savait même avant le match qu'il n'y a pas de suspense parce que là, entre le Paris Saint-Germain et Nantes, c'est un gouffre. Oui. Maintenant, dans un match de coupe, tout peut arriver. Et là, le Paris Saint-Germain, comme on s'y attendait à gagner, sans trop de difficultés, on va dire, même si au niveau de l'arbitrage, il y a des choses à redire. Donc, je pense que bon, il n'y a pas eu surprise. Ce qui allait être fait a été fait. Et voilà. Une Coupe de France pour soulager un peu l'illusion connue du côté de la Champions League. Non, ce sera dans l'ordre normalement des choses pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pour soulager? Moi, je ne pense pas qu'une Coupe de France pourrait soulager le Paris Saint-Germain par rapport à
ce qui s'est passé en Ligue européenne des champions. Et le Paris Saint-Germain était attendu à ce niveau. Le Paris Saint-Germain est présent et on verra la suite. Maintenant, il y a une finale à jouer. C'est face à Rennes. Rennes qui a sorti Lyon. Tout est possible. Tout le monde le disait tout à l'heure en coupe. Tout est possible. Et pour une finale, tout le monde se donne à 100%. Et le Rennes est capable d'aller déranger cette équipe du Paris Saint-Germain pour cette finale-là. Je voulais rebondir un peu sur le match de Lyon. Lyon, le Lyon a encore montré tout ce dont on parlait depuis le début de la saison. Lyon, aujourd'hui c'est bon, demain ce n'est pas bon. On joue très bien aujourd'hui avec tous ces joueurs-là à domicile. On ne pouvait pas s'y attendre. C'est l'inconstante de Lyon qui a encore joué sur ce coup-là. Mais en même temps, il faut reconnaître que le Rennes a montré depuis l'arrivée de Stéphane, du fils de Stéphane, que Rennes est capable de titiller les grands. On l'a déjà vu face à Arsenal à domicile où Rennes a dominé 3-1 à Arsenal. Donc, quoi qu'on dise, Rennes aussi a ces potentialités-là et a encore démontré face à un Lyon qui titubait. Maintenant, par rapport à Genesio, on verra bien. Moi, je n'aime pas trop la communication d'Olas, je le dis toujours. Et si on veut renvoyer un entraîneur, on n'a qu'à renvoyer un entraîneur. Et si on veut le conserver, qu'on le conserve tout le temps aujourd'hui, il va rester, on ne sait pas encore, on va encore attendre. Et puis à la fin d'un match, et venir organiser cette conférence de presse-là, lui à côté de l'entraîneur, raconter ses histoires. Moi, je ne trouve pas ça opportun. Une véritable comédie. Une véritable comédie. Et vous avez vu la réponse de Genesio que pour ce soir, c'était devant lui que ce soir, ce n'est pas son cas qui doit être sur le tapis, qu'il faut d'abord parler de l'élimination de Lyon. Exactement. Pour montrer que Olas, pour moi, aime trop ce genre de comédie. Oui, c'est un président qui aime faire le show. Oui. Il veut renvoyer aujourd'hui Genesio, demain, il ne veut pas le renvoyer. Demain, il veut qu'il soit en place. Mais c'est un cafouillage au niveau de la communication. Or, ce président-là veut tout faire seul. Voilà, c'est ce qui arrive lorsqu'on se comporte comme ça. Et d'ailleurs, vous allez comprendre que par rapport à cette conférence de presse, il a tout simplement vraiment présenté une image qui n'est pas digne de l'Olympique Lyonnais. Donc, il semble qu'il y avait un accord entre Genesio et son président. Si tu gagnes le match, si tu te qualifies pour la finale de la Coupe de France, on prolonge. Dans le cas échéant, voilà, on décidera d'autre chose. Mais jusque-là, il n'a pas pris cette match décision. Et la conférence de presse, rien n'a été préparé. Voilà ce qui explique, on va dire, ce cafouillage médiatique. Ouais. Et ça fait la honte quand même de Jean-Michel Aulas. En tout cas, ce monsieur, il est vraiment assez atypique. On reste avec vous, Franck Lugnama. On parle de la Coupe d'Allemagne avec ce match également formidable entre le Bayern et Heidenheim. 5-4. C'est quand même incroyable. 9 buts, avalanche de buts. Ça n'a pas été facile pour le Bayern face à cette équipe de la seconde division. Ouais. Je pense que c'est un match compliqué. Les défenseurs bavarois ont manqué, on va dire, de justesse. Ils ont été lourds dans leur réaction, donc ce qui a permis à ce club de prendre du plaisir et de marquer jusqu'à 4 buts au Grand Bayern. À l'Allianz Arena. Ils étaient certes réduits à 10, mais bon. Donc, je pense que ça a été un match vraiment difficile pour le Bayern, il faut le dire, parce qu'il a fallu la concentration et pour pouvoir finalement dominer cette équipe. Autrement, on ne verrait pas le Bayern en finale de cette coupe-là. Donc, je pense que ça a été fait à l'arrivée et c'est ce qu'on va noter. Mais le Bayern est prévenu, surtout que ce week-end, il y a quelque chose. Des classiques, on va en parler tout à l'heure, mais au même moment, le Bayern sera face au Werder, qui, c'est vrai qu'en championnat, c'est pas forcément ça, mais bon, une finale de Coupe d'Allemagne, ce n'est pas aussi mal, quoi. Je pense que le Bayern, dans cette rencontre face à l'équipe de la seconde division, n'avait pas aligné ses titulaires. C'est en seconde partie que, bon, les joueurs qui sont toujours titulaires sont rentrés, ils ont fait le boulot, mais cela n'explique pas cette prestation douteuse du Bayern Munich. Oui. Maintenant, on se dit que Werder aussi n'a plus rien à gagner en championnat, donc c'est la seule porte de sortie pour avoir une belle saison. Oui. Donc ça va être un match très compliqué pour les Bavarois. Tu viens de le dire que le Bayern va jouer contre
le Bourg-Chat. Donc, Oui, Bayern sur 2 tableaux. Ce n'est pas les joueurs qui manquent maintenant. Ça manque un peu de volonté et surtout de motivation du côté des Bavarois. Voilà qui est dit. On va suivre cette finale entre le Bayern et le Werder. On rappelle que le Werder s'est imposé 2-0 face à Schalke 04. Fini pour les coupes nationales. On remonte le générique et derrière, nous parlons des majeurs. English Premier League News. Nouvelle journée de championnat en Angleterre, Armel Ouaba. Oui. Et l'événement ou soit l'actualité, c'est que Arsenal, pour la première fois de la saison, est 3e de Première Ligue. Oui, Arsenal qui, justement, lundi a joué. C'était face à une équipe de Newcastle United, qui n'est pas moindre aussi, hein, mais bon. Aaron Ramsey et puis le français Alexandre Lacazette ont rapidement tué les espoirs des Magpies, les joueurs de Newcastle. Et donc, pour la première fois, Unai Emery et ses hommes se pointent à la 3e place. Bon. Visiblement, un bon travail pour le Barça jusque-là. L'autre information... Même si Tottenham a gagné, l'autre information... Mais quand même, Arsenal était 3e, voilà. Il faut le dire. C'est le grand rival, Tottenham, sur ses nouvelles installations, il faut le préciser. Une enceinte de 62 262 places, pour être précis, qui devance d'ailleurs l'Emirates Stadium qui n'est qu'à 60 000 places. Aussi, la rivalité va jusqu'au niveau des stades aussi. Voilà, Tottenham s'est imposé à domicile face à Crystal Palace. L'histoire aura retenu que c'est le Sud-Coréen Son qui aura marqué le tout premier but dans cette nouvelle enceinte. Eh bien, le deuxième but a été marqué par le Danois, Christian Eriksen. Un super joueur. Chelsea se donne une bouffée d'air avec le but de Giroud, le but d'Eden Hazard et puis de Cech, Loftus-Cheek. 3-0 au total face à Brighton. City à domicile 2-0 grâce à De Bruyne et puis à l'Allemand, le roi Sané. Le roi ou le roi? Le roi. Bon, c'est vous qui le dites. L'autre équipe de Manchester United était en déplacement. Eh bien, ça n'a pas marché pour la Red Devils, même si il y a eu le premier but pro pour Mike Tomine. Voilà, ça n'a pas suffi puisque Wolverhampton a marqué 2 buts et donc United a perdu 1-2. Watford qui a été battu par City la semaine passée s'est fait une revanche. C'était face à Fulham de Floyd Haïté. Eh bien, le seul but de Ryan Babel, l'ancien de Liverpool, n'a pas suffi pour sauver les joueurs de Fulham. 1-4. Fulham condamné pratiquement, on peut le dire sans langue de bois, à la Championship. On va s'intéresser à cette équipe de Manchester United. On va saluer Joël Haï qui est en studio avec nous. Bonjour Joël. Oui, bonjour Angelo. Bonjour, vous aimez cette formation de United jusqu'au 100, voilà. Et après la prolongation au maintien, si vous voulez, de Ole Gunnar Solskjaer, première défaite face au Loup, comment vous l'interprétez? Bon, je peux dire tout simplement que ça devait arriver, c'est arrivé. Surtout que cette équipe, ces Wolves, sont devenus pratiquement une bête noire pour Manchester. Parce qu'avec cette équipe, il faut vraiment courir après le score. Des fois, c'est pour chercher l'égalisation jusqu'en toute fin de match. Ole Gunnar Solskjaer l'avait déjà dit, ça finira par arriver. Il y a une belle euphorie, une belle série de victoires. Mais les défaites viendront. C'est un peu triste que c'est arrivé face à cette équipe. Mais quand même, Manchester a tout pour se relancer. Surtout que ce club joue son championnat dans ce mois d'avril. En tout cas, le mois d'avril, c'est corsé pour cette équipe de United qui va jouer en aller-retour le Barça, West Ham, après enchaîner avec City et Chelsea. On suivra tout ça de très très près. On va s'intéresser à Liverpool qui joue dès ce soir. Nous parlons justement de la 33e journée pour Liverpool. Oui, Liverpool qui se déplace sur la pelouse des Saints, Southampton. Voilà. Donc, c'est le seul match d'ailleurs de cette journée. Oui. Demain samedi, on aura 3 rencontres. Eh bien, Huddersfield va jouer pour l'honneur face à Leicester. Newcastle United va essayer de se reprendre face à Crystal Palace. Attention, dans ce match-là, Crystal Palace aussi peut être définitivement parti pour la seconde division. D'accord. Voilà. Et Bournemouth, Burnley, c'est le 3e match. Dimanche, on a Everton qui va recevoir Arsenal. Et cette journée se termine lundi avec la réception de West Ham par Chelsea. Il faut dire que ce n'est que 6 matchs, puisque les autres matchs, les 4 autres matchs sont programmés sur des journées. C'est des matchs
déprogrammés, on va dire. C'est-à-dire, on va les jouer après. De façon, décalée, voilà, si vous voulez. Décalé. De toutes les façons, on suivra le match entre Southampton et Liverpool parce que si les Reds s'imposent, ils reprendront la tête de la Première Ligue à 5 journées de la fin. Le suspense, il reste entier. Oui, très entier. D'accord. Du côté de la Première Ligue anglaise. Fini. Du côté de la perfide Albion, cette fois-ci, nous prenons la direction de... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Le championnat des étoiles, le pays où le football rime avec technique et puis beau but. On va s'intéresser à ce match fou au Madrigal entre Villarreal et le Barça. Roméo. Score à l'arrivée, 4 buts partout. Il y a eu tout dans ce match. Le Barça a mené, après le Barça a été mené. Et dans les toutes dernières minutes de la rencontre, le Barça qui revient à 4 partout, puisque le Barça a été mené à 4-2 par Villarreal. Messi et Suarez ont permis justement aux Catalans de pouvoir rester en vie en ne perdant pas ce match à l'extérieur. Donc ça fait 4 partout. Fifi Asogbabi, vous avez suivi sûrement ce match. Le carton rouge reçu par ce défenseur de Villarreal, est-ce que c'est le carton qui change tout dans la partie ? Oui, bien sûr, parce que je crois que Villarreal menait 4 buts à 2. Oui, exactement, 4-2. 4-2. À 10 minutes de la fin. À 10 minutes de la fin, et quand on joue face au Barça, et qu'on se retrouve avant de revenir sur ce point, quand vous prenez un peu les matchs du Barça, depuis quand le Barça est mené, vous suivez le match jusqu'à la fin, dans les 10 dernières minutes, le Barça est souvent revenu au score dans ce moment-là. Maintenant, quand on joue face au Barça et que on est réduit encore à 10 minutes de la fin, il faut extrêmement faire attention pour ne pas se faire punir. Et c'est ce qui est arrivé à 10 contre 11. C'était vraiment plus fort qu'eux. Et le Barça, avec tous ces joueurs-là, a réussi quand même à revenir au score. Maintenant, ce qui, moi, m'inquiète, ce n'est pas le retour au score du Barça, en fait, mais c'est que cette saison, c'est vrai, le Barça est intraitable, le Barça est premier, le Barça marque beaucoup de buts, mais le Barça encaisse également énormément de buts. Ils en ont pris 4. Et 4, et quand vous voyez pratiquement les matchs du Barça, c'est des buts encaissés à chaque rencontre, et il va falloir faire extrêmement attention quand on sait qu'on va jouer, on joue la Ligue européenne des champions. Et ça veut dire que cette défense aussi n'est pas aussi rassurante quand on voit l'anglais Umtiti, la paire française au niveau de cette équipe barcelonaise. Franck Lugnaman, ce coup franc de Lionel Messi, il faut aller chercher la confiance ailleurs pour pouvoir la mettre, parce qu'on était mené dans la partie. C'est du Messi, rien à dire. Poteau rentrant, oui. Et lorsqu'on voit ce chef-d'œuvre, mais on a envie de jouer au football tout simplement. Donc je pense que c'est le monsieur qui arrive quand même à décanter la situation, à sortir son équipe des situations compliquées. Et il était là encore la dernière fois pour le faire. Je pense que rien à dire sur ce coup franc. C'est un chef-d'œuvre. Et l'égalisation de Suarez également. Oui, ça aussi, franchement. Il se couche très bien sur le ballon. Oui. Il y a un petit rebond qui donne plus de puissance à la balle. Je pense vraiment que là, il n'y a rien à dire. Ils ont mérité cette égalisation parce qu'ils l'ont voulu. Ils l'ont cherché jusqu'au bout. Ils n'ont jamais démissionné, ce qui n'a pas été le cas des sous-marins jaunes qui, à 4-2, pensaient déjà que c'était fait. Oui. Et voilà, ils ont été punis derrière. Punition également pour la formation des Merengue qui était du côté du Mestalia. On attendait cette première défaite de Zizou avec son retour sur le banc, mais c'est arrivé un peu tôt, très tôt on va dire d'ailleurs pour Zinedine Zidane. Oui. C'est vrai que l'équipe n'est pas très en forme, mais face à cette formation de Valence, le Real a eu toutes les difficultés du monde. Le Real qui a été mené 2-0 et c'est à la 90e minute que Karim Benzema va réduire l'écart. Donc Zizou perd 1 but contre 2 et ça fait donc 20 ans que le Real n'a plus perdu dans une saison, 9 matchs de perdus pour le Real. Ça fait 20 ans que cela n'est plus arrivé et malheureusement ça coïncide avec le retour de Zizou. Bon, ce n'est pas Zizou qui a perdu tous ces 9 matchs. Mais ces statistiques restent à son actif. Oui, bien sûr. Mais moi je pense que Zizou, il est en train de préparer la saison prochaine. D'accord. Ce n'est plus forcément une grande ambition cette saison. On sait que le Real a déjà tout perdu. Mais au même moment, il faut assurer la place en Ligue des Champions. Oui, mais je pense que
une défaite en passant pour ce Real-là qu'on connaît dans ces moments, oui. C'est un peu évident à mon avis, parce que le Real n'est pas non plus devenu une grande équipe avec l'arrivée de Zizou. Non, c'est une équipe convalescente, on va dire, qui se cherche encore. Les victoires que Zizou a acquises, c'était face à OSK, le dernier de la classe, c'était face à Celta Vigo, un très mal classé. Donc voilà, ce n'est pas non plus un grand Real. Donc il faut s'attendre aussi de temps en temps à ces défaites-là, surtout que l'adversaire en face a vraiment joué. J'ai suivi ce match-là. Qui a envie de prendre des points, de se qualifier en Europe également. Voilà, l'ambition était tout autre pour cette équipe de Valence, qui d'ailleurs pouvait marquer jusqu'à 4 buts, mais n'eût été aussi la maladresse de ses attaquants. Sinon, le Real n'a pas pesé bien lourd devant cette équipe. On va parler de cette équipe de Retafe Romeo qui marque le pas. Retafe, ça fait 3 matchs sans victoire pour l'équipier de Dieng Dacona. Il a fait tout le match, heureusement pour eux, parce que c'était un déplacement chez Espanyol Barcelone que le Barça avait battu la journée précédente. Ça fait un but partout. En tout cas, c'est bon pour Dieng Dacona, mais ses partenaires qui restent toujours européens, puisque 4e au classement. Exactement, même si c'est avec un point à l'heure où nous parlons, si le championnat finissait, Retafe est en Ligue européenne des champions. Autre résultat, nous allons parler de cette bonne dynamique retrouvée par Atlético Madrid, qui a eu raison donc de Gérone, 2-0. Godin et Griezmann sont les buteurs. La 2G. Voilà, ces matchs ont été disputés donc mardi, mercredi. OSK et Celta Vigo se sont neutralisés sur un score de 3 partout. Eibar à domicile a eu raison du Rayo Vallecano, 2-1. Athletic Bilbao bat les 23-2. Alors, la Real Sociedad bat à domicile sur son terrain, Betis Séville 2-1, défaite de Valladolid sur la pelouse de Leganés 0-1, et puis le Football Club Séville a battu Alaves 2-0. Séville qui revient également fort dans la course à la Ligue des Champions. Le programme, allons-y, justement. Et là, nous parlons de la 31e journée. Ça commence demain, samedi, Gérone face à Espanyol Barcelone. Un gros match pour le FC Barcelone face à Atlético Madrid. Le Real Madrid reçoit Eibar, Rayo Vallecano face à Valence. Dimanche, Alaves à domicile se produit devant Leganés. Athletic Bilbao se rend chez Getafe. Valladolid accueille FC Séville. Celta Vigo contre la Real Sociedad. Levante joue contre OSK. Et puis le Betis Séville se mesure à Villarreal. Avant de partir pour une autre destination, on va rapidement parler de ce projet pharaonique de la rénovation du stade du Real Madrid. On parle d'une bagatelle de 525 millions d'euros. Je ne vous propose même pas d'aller faire la conversion pour rénover. 400 milliards. C'est extraordinaire. Oui, lorsque vous voyez un peu l'architecture, l'image même du futur stade du Real. Un stade futuriste. Oui, ça répond un peu ultra moderne. À l'ambition de ce club. C'est le club le plus riche du monde, sinon l'un des plus riches au monde. Donc un stade qui, on va dire, équivaut à leur ambition. C'est comme si vous vous regardez dans un miroir. Voilà. Donc, tout est vraiment trop beau. Trop rétractable en 15 minutes. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est des clubs qui ont les moyens. Et ça, c'est pour un club, pas pour un pays. Oui, donc un club. Tout est préparé, tout est envisagé. On sait ceux qui doivent financer, on va dire, ce stade. On sait comment ce coût va être amorti. Donc rien n'est fait au hasard. Donc voilà, c'est du beau tout simplement. En tout cas, ailleurs, on a l'impression que... C'est très beau. Oui, Armel. C'est un projet, pour ceux qui le critiquent, n'est que la démagogie de Florentino on le connaît Pérez. Pour ça. Oui, on le connaît pour ça. On sait que même au niveau des joueurs, voilà, il ne lésine pas sur les moyens. Mais je pense aussi que est-ce que le Real a véritablement besoin de ça? Ce n'est qu'une rénovation, ce n'est pas une construction de stade. On va agrandir les limites. Mais bon, en même temps, pour ces présidents-là, il y a aussi des retombées. Voilà, vous avez tout dit. À question d'intérêt. Peut-être l'Espagne a envie d'organiser une compétition internationale. Pourquoi pas? De toutes les façons, voilà, c'est de bonne guerre. Gracias, Seigneur Yetor. Et cette fois-ci, nous partons dans le pays où le football rime avec la bière. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, Franck Nunyama dit classiqueur. C'est quoi
exactement Oui, en Allemagne. C'est comme le Classico en Espagne où quand le Real et le Football Club Barcelone se retrouvent. Le Classico en France, quand il s'agit d'un match entre... Là, ce n'est pas un Classico. Le Classico, ça n'a jamais existé. Il y a un match entre le Borussia Dortmund, que vous le vouliez ou pas, il y a Classico. Aujourd'hui, c'est déséquilibré, il y a toujours Classico. Voilà, donc quand un match oppose le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund, on parle de Klassiker. Voilà, ça veut dire que c'est souvent les clubs dont l'opposition divise un tout petit peu le public sportif allemand. Et ça va être le cas pour le compte de cette 28e journée. Et ça peut être le tournant de ce championnat parce que le Borussia Dortmund, qui entre-temps a été dépossédé du fauteuil de leader, revient avec 2 points d'avance sur le Bayern de Munich qui a été accroché par Fribourg la dernière fois. Donc, c'est un match important à l'Allianz Arena et les Bavarois veulent gagner pour reprendre le fauteuil de leader parce qu'une victoire du Borussia Dortmund donnerait quand même 5 points d'avance pour le Borussia. Et ça va être difficile de revenir lorsqu'on connaît un peu la forme du moment du Bayern de Munich. Donc, on croit dur comme fer que ça va être le cas et qu'à la maison, on va pouvoir dominer le Borussia Dortmund. Donc, lorsque vous écoutez les deux patrons, c'est-à-dire Niko Kovac qui dit qu'il va falloir faire un match parfait pour gagner et que l'équipe qui va commettre le moins d'erreurs possible va pouvoir gagner le match et qu'il espère que ça va être le Bayern. De l'autre côté, on parle de match spécial et qu'il faut faire un match sans faute pour pouvoir gagner, dit le coach Lucien Favre. Donc, je pense que sur le dernier match, il y a, on va dire, un avantage psychologique pour le Borussia qui a battu le Bayern en novembre dernier, 3-2. Et là, je pense que l'avantage est un tout petit peu là. Lorsque vous voyez un peu le regain de forme qui vient pour Pablo Alcácer, qui a commencé par marquer, Marco Reus qui marque déjà. Donc, je pense que c'est vraiment un match très attendu. Et lorsque vous prenez les statistiques depuis 11 ans, sinon un peu plus. Il y a 36 matchs entre les deux clubs. Il y a, on va dire, 18 victoires pour le Bayern, 11 pour le Borussia et puis 7 nuls. Donc voilà un peu ce qui se passe. Mais sur les 5 derniers matchs, il y a encore avantage pour le Bayern. 3 victoires contre 2 pour le Borussia. Et à noter même ce 6-0. Ce 6-0 pris il y a un peu plus d'un an. Ça, c'était un rappel. Donc voilà, ça, on attend de voir ce match qui s'annonce explosif. On va faire un tour de table. C'est un match à enjeu. Je vois le Bayern favori à domicile. Maintenant, le Borussia, avec 2 points d'avance, va chercher un match nul. Et ça ne dérangerait pas les jaunes et noirs. Je crois que le Bayern va faire un très grand match. Et dans cette situation, c'est l'équipe la plus expérimentée qui s'en sort toujours. Surtout que les deux équipes sont éliminées en Ligue des Champions. Ils auront suffisamment d'énergie. Fifi, votre avis sur ce classiqueur? Un match pour moi qui sera compliqué pour le Bayern. Quand on voit la forme de Dortmund depuis le début de la saison, et le Bayern par contre qui n'est pas au meilleur de sa forme, mais à domicile le Bayern part avec la faveur des pronostics et le Bayern doit gagner cette rencontre. Ce n'est pas peut gagner, doit gagner cette rencontre. S'il veut être champion. S'il veut être champion, donc il n'y a pas de calcul à faire et ça doit pouvoir les booster à aller chercher cette victoire. On annoncerait Manuel Neuer forfait pour cette rencontre. Est-ce que c'est un bon signe pour le Bayern, Armel? Non, ce n'est pas un bon signe. Quoique Manuel Neuer ait diminué ses temps, il reste quand même la pièce maîtresse au niveau des cages pour le Bayern. Je pense qu'après lui, il n'y a pas un grand nom, on ne connaît pas grand-chose dans les cages. Je pense que la victoire doit être aux côtés du Borussia Dortmund. Pour moi, c'est le moment ou jamais pour cette équipe des jaunes et noirs d'aller accrocher ce titre-là qui fuit depuis des saisons déjà. On sait que la loi, elle est toujours dictée par le Bayern. Et si le Borussia en est là, c'est aussi parce que, entre-temps, les hommes de Lucien Favre ont laissé du lest. Ils ont laissé le Bayern revenir parce que, comme Franck l'a précisé, à l'aller déjà, le Borussia a fait l'essentiel en s'imposant face au Bayern. 3-2 et en distançant donc les Bavarois. Maintenant, ils se font rattraper, fort heureusement, pour eux que ce match-là, ils ont la possibilité de passer. Mais je pense qu'à domicile, le Bayern Munich,
ça va être difficile à aller chercher. Donc au moins essayer de prendre un nul qui serait synonyme de 3 points d'avance, ce qui ne serait pas mal. La dernière fois que le Bayern a remporté le championnat, c'était en 2012 avec Jürgen Klopp. Le Borussia, pardon. Merci beaucoup de me corriger. Les autres rencontres de cette 28e journée, ça commence déjà ce soir avec le match entre Mayence et Fribourg. Oui. Demain, on a la plus grosse partie de ces rendez-vous où le Bayern Leverkusen joue contre Leipzig. Schalke 04 donne rendez-vous à Francfort, Stuttgart, Nuremberg. Wolfsburg à Hannover 96. Hertha joue contre Düsseldorf. Et dimanche, on a 2 matchs à suivre. Augsburg, Offenheim, Mönchengladbach, Werder Bremen. Dankeschön, Herr Nuyama. Direction le pays où, quand ça joue au foot, ça ne marque que des buts. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Nous parlons du calcio avec le tarif minimum lors de la dernière journée de championnat disputée en semaine. C'est le 4, chiffre 4 par exemple pour l'Atalanta Bergame face à Bologne. 4-0 pour l'Inter Milan face au Genoa avec le retour, on peut dire sur la pelouse d'un certain Mauro Icardi. Et puis également 4 buts pour Sassuolo face au Chievo Vérone. Et puis sans oublier cette victoire de la Juventus 2-0 face à Cagliari avec des situations, on peut dire, assez désobligeantes pour les joueurs que sont Keane et puis Matuidi. On va en parler tout à l'heure. Mais parlons également de ce revers du Napoli en championnat. La dernière fois, c'était quand même dur pour cette équipe qui devrait normalement revenir un tout petit peu sur la Juventus de Turin. Mais Naples a perdu face à Empoli 2-1. Parce qu'il n'y a plus d'enjeu du côté des Napolitains. Même avec cette défaite, ils sont toujours deuxièmes. Oui. Donc parfois on peut se laisser aller, quoi. Voilà qui est dit. Dit. Et surtout, la dernière fois, on disait qu'Empoli ne va pas se montrer impoli. Mais ça a été le cas. Ça a été le cas, voilà. Je pense que Naples est sécurisé pour sa deuxième place. Aucune pression derrière. Il y a pratiquement un monde entre Naples et puis le troisième. L'Inter. Voilà, l'Inter. Donc... Voilà, on va s'intéresser à ce gros derby d'Italie entre la Juve et le Milan AC. Franck Nuyama, la Juve leader intouchable, le Milan qui rêve d'Europe. Les deux d'ailleurs, puisque lorsqu'on a commencé ce championnat, ces deux clubs étaient quelque part un peu perdus dans le classement. Mais en cette fin de partie, les clubs lombards essaient de venir dans le haut du tableau. Pour l'instant, c'est bien pour, on va dire, ces deux, même si l'Inter est troisième, si je me trompe. Oui, l'Inter est troisième. Avec le retour de son capitaine qui a encore joué. Et qui a marqué sur pénalty. Et qui a fait une passe décisive aussi. Donc c'est intéressant pour ces clubs qui ont quand même apporté beaucoup pour le championnat, pour le calcio, mais qui entre-temps ont perdu un peu de leur verve. Si le Milan va fort, comme on le dit dans leur slogan, Forza Milano. Je pense que c'est le championnat qui est bonifié. Donc, pour moi, le retour de ces deux clubs-là, on va dire un peu au sommet, même s'ils n'ont plus gagné depuis quelques saisons, c'est du bien pour les saisons qui viennent. Fifi, on va s'intéresser à la Juve avec CR7 qui pourrait peut-être revenir dans les jours à venir face à cette équipe du Milan AC. Non, moi je vois... en tout cas, pour moi, la Juve va l'emporter. Et cette saison, c'est vrai que sans... Et faire un grand pas vers le titre. Faire un grand pas vers le titre, même si on est déjà sûr que la Juve va remporter le titre. C'est vrai que la Juve sans Cristiano Ronaldo a des difficultés. On l'a vu au cours du championnat. Maintenant, est-ce qu'il ne sera pas là? On va vouloir peut-être le préserver pour le match, de la Ligue des Champions. Oui, face à l'Ajax. À l'Ajax, même sans Cristiano Ronaldo, la Juve est capable de battre cette équipe de Milan qui n'est pas aussi cette saison qui a vraiment la volonté d'aller de l'avant, mais qui a du mal à retrouver celle de noblesse. Donc moi je me dis,
en principe, ça devait passer pour la Juve face au Milan. En tout cas, même si on annonce les absences de Gianluigi Donnarumma et puis de Lucas Paqueta du côté rossonero. On va s'intéresser justement au calendrier de la 31e journée qui débute demain, samedi, avec Parma face à Torino. La Juventus reçoit le Milan, c'est sous les coups de 17h, temps universel. La Samp reçoit l'AS Roma et puis dimanche, on suivra l'Inter Milan face à Atalanta Bergame, Sassuolo qui sera en déplacement du côté de la Lazio Rome et puis Naples qui accueille le Genoa. Fini pour le calcio, cette fois-ci, direction l'Hexagone. Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Nous parlons du championnat de France de football avec ce soir Bordeaux qui reçoit Marseille. Ça fait quoi? On parle de 70 ans déjà que Marseille n'a plus gagné 42. Non, c'était dans les années 70, voilà, que Marseille n'a plus gagné face à Bordeaux. Ça fait une éternité. Quand Rudy Garcia avait 13 ans. À lui de relever les défis. Maintenant, ils ont une belle occasion de le faire parce que Bordeaux aussi n'est pas très au meilleur de sa forme. Oui. Bordeaux, c'est 13e au classement. Et Marseille à la 5e place avec la victoire. Au cours de la semaine, vous savez, il y a 7 matchs de championnat de la 30e journée qui sont joués. Oui. Et rapidement, je vais donner les résultats. Saint-Etienne qui a dominé Nîmes 2-1, ce qui permet à Saint-Etienne de prendre la 4e place, si je me trompe. Et puis, Montpellier a dominé Guingamp 2-0. Et Strasbourg, après sa victoire en Coupe de la Ligue, a atomisé Reims 4-0. Et donc, il faut le faire. C'est toujours dans l'euphorie de la victoire. Donc, on se dit que Marseille, avec un Balotelli en forme, qui est maintenant l'homme à tout faire de cette équipe, est quand même capable d'aller battre cette équipe de Bordeaux en déplacement. Mais attention, vous savez, des fois l'histoire aussi joue. Et quand on dit que ça fait pratiquement 42 ans ou à peu près 40 ans que Marseille n'a plus battu en déplacement à Bordeaux, il faut se dire qu'à domicile, Bordeaux ne va pas se laisser faire, ne va pas vouloir se laisser découvrir. Maintenant, si Marseille veut continuer à rêver de l'Europe, à rêver de la Ligue des Champions, ça passe par une victoire. Et en cas de défaite, ce sera tellement compliqué maintenant pour Marseille d'accrocher cette place en Ligue des Champions. Le calendrier de Lyon et puis de Lille. Et vous permettez rapidement, je pense que sur ce match, il semble que Balotelli et Ocampos sont incertains pour le match. Et je ne suis pas sûr que Marseille ait déjà digéré cet incompréhensible match nul face à Angers de partout. À domicile en plus. Voilà, donc c'est un déplacement compliqué pour les Marseillais. Ok, voilà. Fifi, allez-y. Pour le samedi, il y a Lyon qui reçoit Dijon. Oui. En principe, ça doit passer pour Lyon. Mais quand on voit encore un peu les matchs de Lyon avec déjà cette défaite à domicile au cours de la semaine en Coupe de France et le moral des joueurs, on se dit peut-être ce sera difficile, mais en principe, Lyon devait passer Dijon. Amiens joue Saint-Etienne, Angers reçoit Rennes, et Guingamp, Monaco, Nîmes, Caen. Et le dimanche, il y a Reims qui reçoit Lille. Peut-être une occasion encore pour Lille de... Pourquoi pas? Oui, puisque Reims, quand on voit Reims depuis le début de la saison, c'est une équipe qui joue quand même très bien. Qui fait douter parfois les grands. Mais la dernière fois face à Strasbourg, Reims a quand même encaissé 4 buts et peut-être donner des idées à Lille qui se déplace. Pourquoi pas Toulouse qui reçoit Nantes. Nice joue Montpellier. Et puis en clôture, il y a un PSG Strasbourg. Bon. Au Parc des Princes. Voilà, PSG Strasbourg. Voilà, bon, de toute façon, on suivra ce match, oui. Paris Saint-Germain, si Paris Saint-Germain gagne. Mais vous rappelez déjà que Strasbourg a déjà battu le Paris Saint-Germain. Oui, on se rappelle, justement. La dernière fois que l'Olympique de Marseille a battu les Girondins de Bordeaux, Roméo Yetor, c'était en 1977. Je ne pense pas que quelqu'un ici était déjà né à... Joël Aïe. Vous étiez né. Ah là, c'est bien. Vous êtes patriarche alors. Merci beaucoup, Fifi Asogbavi, pour toutes ces infos concernant la Ligue 1. Cette fois-ci, nous ouvrons le débat. Le débat des spécialistes.
les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs, la preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. De retour dans le studio Messanyamé avec nos spécialistes bien en place. Et cette fois-ci, nous faisons le débat autour de ce phénomène, de ce fléau qui gangrène le football depuis plusieurs décennies. Nous parlons justement du racisme. Encore une fois, la semaine de foot en Italie a été émaillée par des cris de singe, par des propos racistes à l'endroit des joueurs de couleur, on va dire Moïse Kean et Blaise Matuidi. Armel Ouaba, on a l'impression que l'Italie n'arrive toujours pas à guérir ce mal-là qui gangrène son football. Et moi, je dirais que l'Italie n'a pas envie de guérir ce mal-là. Au moins dans les pays comme l'Angleterre, la France, il y a de véritables sanctions. La dernière fois, on a vu du côté de Chelsea, lorsque un pseudo-supporter a voulu... passer à ce stade-là, tout de suite, il a été sanctionné à vie, je crois, ou en tout cas à plusieurs années d'interdiction de stade. Ça, ce sont des sanctions qui pèsent bien lourd, qui frappent dans la tête et qui sont très dissuasives. Aux côtés de l'Italie, même en plein match, les arbitres, on a comme l'impression qu'ils sont aux côtés des supporters là, qui s'adonnent à ça. Vous les trouvez complices ? Je les trouve complices. Quand un arbitre ne veut tout simplement pas arrêter un match lorsqu'il y a cri de singe, je veux bien qu'il y ait des lois qui disent le contraire, mais c'est inconcevable. C'est comme si on autorisait un peu ce que faisaient ces gens-là. Et les arbitres, et les déclarations même des entraîneurs. J'en prends même pour preuve la déclaration de Maximiliano Allegri, qui dit que Kean ne peut pas répondre à ces personnes. On parle de Moïse Kean. Voilà, Moïse Kean. Moi, je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. Qu'il ne doit pas répondre à ces personnes. Comment est-ce qu'il ne doit pas répondre à ces personnes-là ? Vous pensez qu'il ne protège pas son joueur ? Non, il ne le protège pas, il l'expose au contraire. Son joueur doit. Moi, je pense que quand vous êtes insulté comme étant un singe, la réaction qui suit, forcément, on ne la contrôle pas. Le moindre qu'on puisse dire, c'est que vous vous fâchez et que vous voulez parfois même rentrer dans les vestiaires. Quoi qu'il arrive, il ne doit pas prendre ces propos-là. Et puis, rapidement pour terminer, moi, je pense que c'est un problème national de toute l'Italie. Un problème qui, depuis, au niveau des dirigeants eux-mêmes, j'ai donné beaucoup d'exemples dans des émissions ici, même au niveau de la sphère politique, on a de ces exemples malheureux qui surviennent. Roméo, on va également parler de la réaction de Leonardo Bonucci, qui disait que Kean n'avait pas besoin d'aller célébrer son but devant le COP des supporters de Cagliari. Mais pourquoi on joue ? Si on ne peut pas célébrer son but... Mais pourquoi on joue ? Il a le droit de manifester sa joie. Maintenant, si c'est la manière qui n'est pas bonne, on peut comprendre. Mais bon, qu'est-ce qu'il a fait de si mauvais ? Il a marqué, il est content, il a célébré son but. Je pense qu'en matière de football, l'Italie retourne à l'état de nature. C'est comme si le racisme, là, c'est inculqué dans la culture italienne. Parce que sur les autres, dans les autres championnats, on ne voit pas ça. Entre-temps, l'Espagne a essayé, mais à un moment donné, on ne constate plus ça sur les terrains ou dans les stades en Espagne. Pourquoi c'est toujours l'Italie ? Toujours l'Italie. Ça veut dire que peut-être le pays aime bien ce qui se passe. On sait que les supporters sont dans leur élément. Quand vous recevez des équipes, tout ce qu'il faut faire pour dissuader ou bien empêcher l'équipe de jouer, on le fait, mais pas des propos racistes. Ça, la FIFA est contre ces propos racistes. Maintenant, pourquoi l'Italie ? Chaque fois, c'est l'Italie qui le fait. Bon, peut-être que la raison est ailleurs. On se rend compte, Franck Lunyama, que la fédération italienne, l'UEFA, la FIFA, ne sont que dans le discours. On ne prend toujours véritablement pas de sanctions assez fortes. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ils sont toujours dans la rhétorique. Même la dernière fois, Alexander Seferin, le président de l'UEFA, est sorti pour prononcer des mots que ça fait quand même la honte
par rapport à la race humaine. Insulter la race noire de cette façon, c'est une honte pour toute l'humanité. Maintenant, il faut aller au-delà parce que c'est une situation récurrente au niveau de l'Italie. Il faut frapper dur et fort. Moi, je ne pense pas que le fait de célébrer un but soit un problème par rapport à ceux qui insultent quand même la race d'un homme. Je pense qu'il n'y a rien, il n'y a même pas de comparaison, il n'y a même pas de justificatif à chercher pour cet acte qui est diabolique, il faut le dire. Moi, je pense qu'il faut aller soustraire des points, il faut taper fort, il faut donner le pouvoir aux arbitres d'arrêter les matchs et de donner match perdu pour les supporters du club. Oui. Voilà. Donc, je pense que cette situation, si on ne la règle pas rapidement, ça peut conduire à autre chose. Mais ils insultent Moïse Kean. C'est Moïse Kean, non? Justement. Mais il est en sélection italienne. Il a même marqué pour la sélection italienne en éliminatoire. Oui. Donc, ceux qui font ça, c'est des bêtes. C'est des animaux eux-mêmes. Permettez qu'on puisse le dire comme ça. Oui, voilà. Des animaux. Mais ce n'est pas normal. Au XXIe siècle, moi, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas ça? Je ne comprends rien. Fifi, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut arriver à maîtriser ces supporters quand on sait qu'on est dans un stade avec plusieurs personnes, des milliers de personnes? Comment peut-on les identifier et les sanctionner? Nous ne sommes quand même pas dans un championnat togolais où on va nous dire qu'on ne peut pas identifier les supporters. Ficher les gens, Voilà, donc nous sommes dans un championnat professionnel et tous ceux qui sont au terrain doivent avoir, on doit pouvoir les identifier. Absolument. Et il y a les caméras, même si au moment des cris, on ne sait pas exactement qui sont ceux qui ont crié ou bien ceux qui ont proféré ces cris-là. On peut après, avec les vidéos, déterminer, savoir ceux qui ont fait cela et les identifier, les sanctionner. Même si ils doivent... on doit les bannir à vie des stades. Il faut le faire. Je crois que l'Italie a les moyens de faire cela. Quand on va commencer par bannir à vie des groupes de supporters ou des individus parce qu'ils ont fait cela, je crois que les autres vont avoir peur en venant au terrain, au stade. Maintenant, quand nous prenons un peu le phénomène, c'est quand même ridicule d'en arriver là pour des humains. Parce qu'avant tout, nous sommes des humains. Et les Noirs aussi sont des humains. On parle de football, facteur d'unité, d'intégration. Justement, donc moi je me dis que, comme l'a dit Franck, ceux qui sont en train de faire ce qui se passe dans ces stades-là en Italie sont plutôt des animaux qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas la race humaine. Vous pensez que c'est souvent prémédité parce que même le match Monténégro-Angleterre, Raheem Sterling a connu également des cris racistes. Ce sont des racistes. D'accord. Ce n'est pas parce qu'un Noir a marqué, est venu célébrer qu'ils ont voulu l'insulter ou bien, mais c'est que ce sont des gens qui sont foncièrement... Qui n'aiment pas la race noire. Qui n'aiment pas la race noire. Moi, c'est la conclusion ils n'aiment pas la race noire. Et quand ils voient des Noirs, ils sont pas à l'aise. C'est quand même ils sont dérangés. Et pourtant... Et ils ne les aiment pas. De plus, quand un Noir vient marquer, ils ne comprennent pas. Et moi, je suis sûr qu'il y a des Italiens, même qui ne sont pas d'accord de retrouver, par exemple, Moïse Kean en sélection nationale, parce qu'il est noir. Même s'il arrive à marquer des buts, il y a des gens qui diront il n'a pas sa place dans cette équipe. Et ces gens-là, ce sont des animaux, parce qu'eux, ils ne connaissent pas la race humaine et comprennent que les Noirs aussi font partie des humains. Donc, ce sont des animaux, tout simplement. Et ces gens-là, il faut les écarter des terrains parce qu'ils vont contaminer la génération à venir, les jeunes qui arrivent aussi. Vous savez, c'est eux qui vont commencer à mettre tout ça dans la tête des enfants. Et ils vont grandir avec et ils seront comme eux en fin de compte. Et surtout considérer les Noirs comme des sous-hommes. Vous allez terminer là-dessus? Alors, c'est un problème d'éducation parce que, comme Fifi l'a dit, c'est des gens que nous découvrons lorsqu'ils viennent au stade. Et ça donne à ces actes-là. Mais c'est des gens qui ont une vie sociale aussi. Alors, j'imagine dans la vie sociale, quelle est leur pensée lorsqu'ils croisent des Noirs dans les rues? Voilà, dans le métro, au stade. Et comment est-ce que nous réagissons, nous, Noirs, quand on voit les Blancs? Elles sont réagies d'une façon... On les adule, non? Non, moi, personnellement, Vous ne vous rappelez pas quand on était tout petit, quand on voit Yovo passer? Non. Non, quand on était... Quand on était petit, et attention, mais à ce stade, on les adulait. C'est l'âge de l'innocence. Voilà, justement, vivement que les autorités sportives au niveau de l'Italie, surtout au niveau des instances comme la FIFA, même si on essaie toujours de donner des messages à travers des banderoles, notre entourage
racisme. Ézéchiel, non pas Ézéchiel, mais Joël, on va avoir votre avis sur le fléau avant de pouvoir passer à autre chose. Quel est votre avis là-dessus? Non, moi je dirais tout simplement qu'il faut taper financièrement ces clubs-là. Parce que, ça suffit? Oui, quand vous touchez à la poche de quelqu'un, vous le faites très 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 mal. Et il est prêt à réagir n'importe comment pour se défendre. Alors si on sanctionne financièrement ces supporters, puisque c'est eux qui font en réalité la fortune du club. C'est eux qui financent, c'est-à-dire ils sont pratiquement... Vous voulez parler des supporters? Oui, les supporters bien sûr. C'est plus facile à identifier ces gens-là. Les joueurs peuvent décider d'un commun accord unanimement de quitter le terrain, d'abandonner le match. Il n'y aura rien du tout et c'est eux qui perdent en réalité. Voilà. Et quand ça va continuer comme ça, je pense qu'ils finiront finalement par accepter ces joueurs, puisque Fifi l'a dit, c'est des racistes eux-mêmes. Pourtant, c'est des gens qui font croire que... C'est vrai, politiquement aussi, si on prend l'exemple de Chelsea tout récemment... Vous pensez que politiquement aussi, il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont posées? Il n'y en a même pas, puisque c'est juste des discours. Politiquement, si on prend... N'oublions pas, nous parlons de la politique. Quand une décision politique tombe tout de suite sur la table, on dit c'est tel gouvernement qui a décidé ceci, il n'y a personne qui peut s'astreindre à cette règle-là. En tout cas, c'est un fléau qui continue de gangréner le football. Espérons qu'on trouvera des solutions, pourquoi pas dans les mois, les années à venir, parce que le football n'a pas du tout besoin de ça. On va faire les dédicaces rapidement. Armel Waba, vos salutations? Oui, je salue tout le monde et ne soyons pas racistes. Voilà. Roméo Yetor? Pas de dédicace, je suis très amer ce matin. Et contre les dirigeants africains. Voilà. Si aujourd'hui on nous traite de la sorte, c'est parce qu'ils ne nous donnent pas l'opportunité. Quand nos frères meurent dans les océans, les autres, ils nous regardent comment? Voilà. C'est votre coup de gueule. Franck Lunyama. Bonjour à tous les inconditionnels de cette émission. Rien à dire, Afrique, réveille-toi. Voilà qui est dit. Fifi? Oui, je salue également tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre les lundis et puis les vendredis. Et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Joël? Bonjour Habib et bonjour à tous ceux qui écoutent cette émission. C'est un peu triste qu'on voit aujourd'hui, mais je suis sûr que la génération à venir prendra sa responsabilité et que les choses iront mieux. Voilà qui est dit. On salue également Tcha Fidèle pour la salutation. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous. Nous saluons également tous ceux qui sont sur la plateforme fan PFE Sport FM et puis tous ceux qui écoutent cette émission. Salut à tous. La mise en onde de ce numéro a été signée Théo Javon. La réalisation vidéo est l'affaire de Elom Adovon. Merci chers spécialistes. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle randonnée du foot européen. D'ici là, portez-vous bien et surtout, belle fin de semaine en compagnie des programmes de Sport FM. Ciao, ciao.